Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 879, mais avant de faire la critique analyse, j'aimerais vous faire un petit rappel. Je serai à la Paris Manga du 30 septembre au 1er octobre, c'est porte de Versailles. Je serai sur le stand A13 et ce n'est pas un petit stand, ce sera un truc de 30 mètres carrés et dedans, il y aura comme d'habitude des documents. Et en parlant de documents, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin reçu mon colis du Japon avec à l'intérieur plein de nouveaux documents. Il y aura aussi des dioramas. Si vous avez aimé l'île des hommes poissons et aussi Dressrosa, vous allez vous en prendre plein la tête. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'il y a All Blue Channel qui va être là. Et en plus, vu que vous aimez bien un petit peu tous les dioramas et tous les petits socs, et bien Hit et Jérôme, ceux qui me font tous les décors, ils vont amener plein de nouveaux petits socs. Il y en a des inédits rien que pour la Paris Manga. Donc si vous voulez partir avec un petit morceau du musée pour mettre en valeur vos figurines, et bien vous allez trouver tout ce que vous voulez sur place. Bref, encore une fois, 2 jours absolument de folie et on vous attend super nombreux à la Paris Manga. Donc ça voilà, c'était la petite annonce. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est tout simplement la critique analyse du chapitre de la semaine dernière, le chapitre 879. Ce chapitre 879, un chapitre de malade dans la continuité du chapitre 878, et ça fait du bien parce qu'on avait eu un arc qui était un petit peu comme ça, avec des climax de fin absolument fous, et après on a eu 4 chapitres qui étaient assez mous, et quand on avait appris de la bouche de l'éditeur Sujita que cette fin d'arc allait être complètement fou, on ne voyait pas comment Eiichiro Oda allait faire, et encore une fois il nous a surpris. Toujours pareil, plein de choses à dire dans cette critique analyse, et elle sera en 2 parties. La première partie sera une critique analyse profonde du chapitre, et la deuxième partie, ça va être encore une fois essayer de déterminer un petit peu le futur et s'attarder vraiment sur le combat qu'il va y avoir entre Katakuri et Luffy. On va commencer par parler du truc qui m'a un petit peu déçu au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement l'utilisation de la pluie. J'ai l'impression que Eiichiro Oda, il a plus confiance en lui, il se dit il faut que je rajoute des trucs pour véhiculer mes émotions. Et là je trouve que la pluie est quelque chose qui a été assez redondant au niveau de cet arc. Rappelez-vous, quand il y a eu le combat de Luffy contre Senji, une fois que le combat se termine, on a la pluie qui tombe et qui vient justement symboliser un petit peu toute cette tristesse. Après, on a encore eu la pluie quand Senji se rend compte qu'il a été manipulé par Pudding, donc ça c'est un petit peu chiant, et là encore une fois, pour accentuer toute la tristesse du sacrifice de Pedro, on a la pluie qui vient tomber. Alors par contre, il faut vraiment faire la différence entre la pluie qu'on a ici, qui symbolise la tristesse, et la colère qu'il y a pu y avoir, et qui avait été un tout petit peu teasée, quand on avait appris que U-Rouge avait réussi à niquer la gueule d'un autre Sweet Commander qui était Snack. On avait vu que Big Mom était complètement folle, qu'elle était en colère justement de la mort de son fils. Elle avait poursuivi U-Rouge et c'était Crackers qui avait niqué la gueule de U-Rouge, et on voyait qu'il y avait une tempête avec tous les bateaux. La tempête qui était ici était l'œuvre de Zeus. Zeus qui est contrôlé bien sûr par Big Mom, mais ce n'était pas Big Mom en tant que tel qui avait amené cette pluie. Et là, quand on voit Big Mom poursuivre les Mugiwara, ce n'est pas la pluie qu'elle amène à travers sa colère, parce que Zeus est resté sur l'île. Donc là, c'est des trucs, encore une fois, qu'il ne faut pas trop se planter quand on fait une analyse. C'est-à-dire que ici, la pluie vient vraiment renforcer cet aspect dramatique, et malheureusement, c'est encore une fois quelque chose de redondant, et Eiichiro Oda, à travers son dessin, à travers sa narration tout simplement, je pense qu'il n'a pas besoin d'insister sur la tristesse, encore une fois, avec la pluie. Par contre, là où il est très fort, c'est dans les sentiments véhiculés. On voit différents ressentiments à travers, à travers cette peine, à travers cette mort de Pedro. Parce que oui, j'espère franchement que Pedro il est mort, parce que s'il nous fait revenir Pedro, tout ce qu'il est en train de construire en ce moment n'aura absolument servi à rien. Ici, à travers la bouche de Jinbei, on apprend que la volonté de Pedro est toujours présente en eux. À travers sa mort, il hurle aux Mugiwara que son sacrifice ne doit pas servir à rien et qu'ils doivent aller de l'avant. Encore une fois, on a eu dans les chapitres précédents le fait qu'on comprend que sa mort était déjà prématurée à travers la perte de vie qu'il avait eue avec Big Mom, et surtout qu'il donne sa vie pour les générations futures à travers une, entre guillemets, légende qui va apparaître plus tard à travers Luffy et son équipage. Ce qui a aussi été très bon, c'est le traitement qu'a fait Brook. Brook est à genoux et il dit si seulement on avait été plus fort. Et le fait que ça soit lui qui dise ça est vraiment très bon, parce que c'est le seul
pour l'instant, qui a combattu réellement Big Mom. La confrontation qu'on a eue entre Luffy et Big Mom quand il était en Gear 4 a été seulement une petite passe d'armes hyper rapide et après, il a perdu sa vitalité parce qu'il était fatigué. Brook, lui, a vraiment combattu pendant quelques temps et se rend compte de la puissance vraiment de Big Mom. En plus, il y a eu une amitié qui s'est forgée entre Brook et Pedro. On voit qu'il y a des liens qui se sont faits. Et le fait de gueuler contre Jinbei pour lui dire « Oui, mais toi, tu l'as pas beaucoup connu et peut-être que pour toi, ce n'est pas un ami », ça montre Brook qui est en train un petit peu de se rebeller. Et on voit qu'il y a une petite tension qui est là. Et Jinbei, il y a eu un très gros travail qui a été fait. C'est-à-dire qu'on voit que c'est lui un petit peu le patron. Il est là, c'est lui le papa. Je le vois complètement comme ça. Il a vraiment de ce rôle de se dire « Eh les gars, ressaisissez-vous parce que ici, on est dans le territoire de Big Mom. On n'est pas encore parti. Si on s'apitoie, on va absolument mourir. Et si nous, on meurt... » le sacrifice de Pedro aura absolument servi à rien. Et ça, c'est vraiment beau parce que d'habitude, c'est un petit peu Zoro qui a cette expérience, qui a ce ressenti. On l'avait vu justement qu'on avait mis en place un tout petit peu Luffy en disant maintenant on est dans le nouveau monde, donc on n'est plus comme avant sur Grenheim où on peut faire un petit peu les cons. Là maintenant, c'est quelque chose de sérieux. Et ce qui est encore plus excellent, c'est que Brook, c'est le personnage le plus vieux de l'équipage. Et il se fait remettre en place par Jinbei. Mais il a vécu plus de trucs. Il y a déjà eu toute la souffrance quand il faisait partie de l'équipage de Tiger Fisher, après par rapport à Arlong quand il était Shichibukai, quand il a parlé avec Ace, au niveau de Marineford, la souffrance que Luffy a eue, il a toujours été là pour dire oui, la vie est dégueulasse, mais ça n'empêche pas que tout ce qu'elle nous fout dans la gueule, eh bien on doit l'accepter et c'est avec ça qu'on va avancer. Et encore une fois, à travers ça, c'est encore des messages que nous fait Ichiroda en nous disant oui, la vie est dure, mais c'est pas prévu que la vie soit toujours rose. On n'est pas dans un manga, on est dans la véritable vie. Et c'est ça qui est beau. Donc encore une fois, pas mal de petits trucs qui sont véhiculés. Et ça, c'est la grande force de One Piece. Et justement, en parlant de menaces, de trucs qui vont leur arriver dans la gueule, souvent quand on avait eu le départ du Sunny avec un coup de buster, c'était vraiment pour échapper au problème. Et là, on s'aperçoit que même si le coup les a propulsés assez loin, la folie de Big Mom, le ressentiment de Perospero qu'on va parler tout à l'heure, est vraiment au-delà de tout parce qu'ils ont réussi à rattraper le Sunny. Et on voit, et ça je trouvais que c'était vraiment très très beau, toute la terreur dans le visage de Nami. Je pense que Nami, si elle reste plus longtemps dans cet arc, dans le Toadland, elle va carrément péter les plombs. Je pense que c'est trop pour elle. Elle aussi, peut-être qu'elle est en train de se rendre compte de le merdier que c'est au niveau du nouveau monde. Ce n'est pas la petite aventure comme ils ont réussi à aller. C'est-à-dire que même si elle est mise en arrière, elle s'aperçoit qu'il n'y a personne à côté vraiment pour faire le taf, pour aller combattre et servir un petit peu de rempart. Là, pour eux, la seule solution pour s'en sortir, c'est la fuite. Il n'y a pas d'autre solution. Et encore une fois, le côté un peu cruel, de terreur, de désespoir qu'il y a aussi dans ce début du chapitre, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. La dernière chose à dire au sujet de l'équipage des Mugiwara, avant de parler de la grosse folle et de son fils qui aime bien offrir des bonbons, c'est sur Carrot. Carrot futur Mugiwara, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que pour moi, elle va avoir le même rôle qu'a eu Inuarashi et Nekomamushi quand ils ont fait partie de l'équipage de Goldie Roger. C'est un élément rajouté mais qui ne fait pas partie intégrante de l'équipage. Par contre, elle va avoir un rôle. Elle va être un petit peu cette vigie qui manque, parce que la vigie pour l'instant c'est Zoro, et Zoro quand on voit le sens de l'orientation qu'il a et un petit peu son rôle, c'est plus le second. Là ici, la vigie c'était un petit peu Pedro qui l'avait pris, et comme on voit justement que la volonté de Pedro va se transmettre vraiment à Carrot à travers le dernier petit speech qu'il y a eu, et bien ça c'est bon. Carrot Mugiwara, non. Par contre, parlons de rôle dans l'équipage. Jinbei fait partie des Mugiwara et il a aussi son rôle. Son rôle, c'est tout simplement celui de timonier. Alors, timonier, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le mec qui contrôlait la barre. Et pour l'instant, on voit un petit peu tout le monde contrôler la barre. Ça peut être des fois Nami, ça a été aussi Luffy, des fois c'est Chopper, et ça a même été Franky. Mais Franky, c'est vraiment le charpentier, c'est vraiment celui-là qui va s'occuper du maintien en bon état du bateau. Un timonier, c'est le mec qui sait un petit peu voir comment vont les courants, quand il y a des récifs, passer un petit peu à travers pour justement éviter que le bateau s'échoue. Et là, ce n'est pas le rôle de Nami.
Nami est la navigatrice, c'est elle qui donne le cap, c'est elle qui va justement donner les infos au timonier. Et le timonier, c'était souvent un vieux matelot qui avait l'habitude, qui était un vieux briscard, et ça reprend un petit peu justement le rôle de personnage qui a énormément vécu. Et ça, c'est parfaitement le rôle de Jinbei. Et maintenant, on va parler de Big Mom et de Perospero. Perospero est pour moi, au même titre que Katakuri, le véritable antagoniste. Le rôle de Big Mom est un rôle secondaire. C'est une grosse folle qui est contrôlée par la bouffe et qui veut avoir son gâteau. Cet élément un petit peu incontrôlable qui est en train de tout bouffer, qui est en train d'aller seulement que dans un seul axe, mais qui n'est pas réfléchi. Et là, on a totalement l'inverse dans le rôle de Perospero. Ici, on voit que Perospero on veut énormément au Minx pour cette fée tout simplement péter le bras, d'avoir détruit un petit peu tous ses plans, et même s'il a peur du résultat de sa mère, parce que c'est lui qui lui a dit que les Mugiwara avaient le gâteau, et sa mère lui a dit dans un moment de semi-lucidité, si eux ils ont pas le gâteau, et ben je vais te revenir et c'est toi que je vais bouffer à la place du gâteau, malgré la peur que Perospero a ressenti, là il est avec sa mère sur l'épaule pour aller détruire les Mugiwara. Là, il ne veut seulement que l'annihilation des Mugiwara. Perospero, il a quoi comme fruit du démon? Le fruit du bonbon. Et c'est quoi le bonbon? Le bonbon, c'est quelque chose normalement de doux, de sucré, pour faire plaisir. C'est-à-dire que quand t'aimes quelqu'un, tu vas lui offrir des bonbons. Là, Perospero, s'il veut m'offrir des bonbons, bah franchement... je vais avoir sérieusement peur, parce que quand on voit ce qu'il a voulu faire à Brook et aussi à Chopper, et ce qui est encore pire, c'est que contrairement par exemple à Mr. 3 qui lui avait fait des statues de cire seulement que pour les garder, là Perospero va les transformer en bonbons et après il va les lécher pour les bouffer. Beaucoup qui ont comparé Perospero un petit peu au Joker, et oui on est là-dedans, il y a un traitement du personnage qui est absolument excellent. Mais ce fruit du démon a un énorme problème, c'est tout simplement la chaleur. Il nous explique que comme il a perdu son bras et qu'il arrive à en faire un autre bonbon, ça tout le monde l'avait vu quand il prend du thé. Et là d'ailleurs, il y a une petite erreur avec son thé. Et oui, là je vous ai symbolisé une tasse de thé. Ça on va revenir justement à la fin de cette vidéo dans les erreurs de ce chapitre. Et bien Perospero a le bras qui fond, donc il est sensible à la chaleur. Et qui est cuisinier et qui maîtrise la chaleur? C'est tout simplement Senji. Quand Perospero va voir qu'il ramène le gâteau et que Big Mom va s'attaquer au gâteau et que lui va pas pouvoir, il va vouloir justement niquer la gueule des Mugiwara, et bien Senji va lui refaire la bouche à grands coups de poêle à frire. C'est ça son point faible. Et oui, Ichiro Oda nous l'annonce là. Je le vois gros comme une Big Mom, c'est-à-dire une confrontation entre Senji et Perospero. Par contre, je peux encore me planter, hein. Mais normalement, je pense que ça va le faire. Alors justement, là on va faire la transition vers Senji, Pudding et Chiffon ainsi que Pond. On a le retour de Pond qui est là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bateau sur lequel il est un bateau qui était utilisé par les Grecs. Et quand tu vois justement qu'il y a aussi Prométhée qui est par rapport à un dieu grec et Zeus qui est par rapport à un dieu grec, je trouve que le fait de mettre ce petit bateau ici est encore une fois un petit clin d'œil d'Ichiro Oda qui est assez sympa. Bref, je disais quoi? Je disais que tout simplement Pond, on vient de le voir arriver ici, va retrouver sa fille, et là on a eu une autre information parlant de sa fille, c'est tout simplement Lola. Bah oui, parce qu'il avait retrouvé Chiffon, et là on a appris que Lola était la ministre chocolat de Cacao Island. Et ça c'est quand même très très fort, parce que les ministres, ils ont un level assez élevé, et surtout on a appris que quand Lola est partie, la personne qui devait la remplacer, c'était Pudding, et Pudding a refusé parce que elle est gentille au fond d'elle. Et oui, Pudding est gentil. On a cette dualité entre la Pudding gentille et la Pudding méchante qui ne veut pas être gentille et donc qui arrête pas de faire un petit peu ce running gag. Alors c'est sûr que nous, en tant qu'Européens, occidentaux, ça nous fait chier d'avoir ce running gag, on l'a compris, ce comique de répétition n'a pas besoin d'être insistant. Cependant, il faut savoir que au Japon, ça c'est quelque chose qui marche énormément, donc c'est normal que ce soit encore une fois présenté ici. Et le rôle de ce gâteau, ça va être quoi? Ça ne va pas de servir d'alliance entre les Mugiwara et Big Mom, ça va seulement permettre de créer quelque chose qui va freiner Big Mom le temps que eux puissent partir. Et quand Big Mom va avoir mangé et qu'elle va réaliser qu'elle s'est complètement fait berner par les Mugiwara, par Senji et aussi par ses filles, là elle va devenir folle et là elle va devoir
aller latter la bouche des Mugiwara. On ne va pas avoir un final avec une alliance où Big Mom va t'oublier, c'est fini la road poneglyph. Il y a le cadre de Mother Caramel qui est quand même très important. C'est le symbole de la véritable mère qu'elle a eue, et ça a foiré en l'air un mariage, et les Vinsmoke ont réussi à partir en prenant avec eux la technologie qu'elle avait besoin pour devenir la future seigneur des pirates. Donc non, il n'y aura pas d'alliance. Non. Big Mom va vraiment être folle. Et Big Mom, on va la revoir plus tard. Et maintenant, on va parler vraiment du grand final, c'est-à-dire du combat de Katakuri avec Luffy. Alors, je ne vais pas détailler le combat ici, ça je vais parler plutôt dans la deuxième vidéo, ainsi que pour moi le futur du combat tel qu'il va être. Je vais seulement revenir sur une symbolique qui est vraiment très belle, celle du monde miroir, et le fait que Katakuri utilise son acquis de l'observation pour faire justement des copies des attaques de Luffy. Il y a vraiment quelque chose qui est énormément excellent. Ici, encore une fois, cette mise un petit peu en abîme de l'élément est vraiment très bien fait de la part d'Ichiro Oda. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est le fait d'avoir isolé dans un lieu inaccessible le Luffy et Katakuri. Et le seul truc que je peux parler dans cette vidéo qui ne fera pas un petit peu redondant par rapport à l'autre vidéo, c'est pour moi comment Luffy va réussir à partir. Parce que oui, je vois quand même une victoire de Luffy sur Katakuri. Comment? Ça, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais le fait qu'ils doivent partir, il va partir avec le Germa Double Six. Pour moi, c'est sûr, parce que le Germa, on n'en entend plus parler. Ils ont des bateaux, ils ont obligatoirement des miroirs chez eux. Et il y a c'est le fait que le Germa est un petit peu redevable au niveau des Mugiwara, parce que si les Mugiwara n'avaient pas été là, le Germa Double Six serait mort, tout simplement. Et là, il va y avoir aussi un très gros rôle de la part de Raiju sur ses frères et aussi sur son père. Je pense qu'elle va vraiment poser la gueulante, et que ça va vraiment être très bon. Pareil, ça c'est peut-être quelque chose qu'on va voir dans beaucoup de tomes plus tard, mais c'est comme ça franchement que je vois la survie de Luffy. Maintenant, on va revenir un petit peu sur l'erreur de ce chapitre. On voit que Perospero a perdu son bras droit, et il explique qu'avec son bras, vu qu'il est en bonbon et quand il adore prendre une tasse et boire le thé, bras fond tout simplement à cause de la chaleur du thé. Or, il y a une erreur quand on reprend beaucoup de chapitres en arrière, quand il y a justement cette cérémonie au niveau du mariage où Perospero trinque avec tout le monde, on voit qu'il trinque de la main gauche. Donc c'est la main gauche qui est importante et non pas la main droite. Donc là, il y a quand même une erreur. Et même après, quand on le voit parler, il tient toujours son spectre de la main droite, donc il garde toujours sa main gauche pour pouvoir faire toutes les différents trucs, pour pouvoir aussi utiliser sûrement son pouvoir. Donc voilà, donc là encore une fois, petite erreur, je sais pas si Ichiro Oda a fait attention ou pas, mais ça c'est des trucs que j'aime bien regarder. Pareil, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Katakuri est gaucher, avec l'importance des gauchers dans le monde. Je vous laisse deviner la suite. Et on termine cette vidéo comme à chaque fois, le personnage et le passage badass. Le personnage, c'est tout simplement Jinbei. Le rôle de Jinbei, de reprendre les Mugiwara, de leur faire réaliser que Pedro est mort, mais qu'ils continuent à vivre en eux et qu'ils doivent partir parce qu'ils sont franchement dans la merde. Ça, c'est vraiment excellent, parce que s'il n'avait pas été là, je pense que l'équipage aurait été totalement démoralisé. Et là, on voit vraiment le rôle important que Jinbei a pour la suite. Et le moment super badass, c'est tout simplement le combat de Katakuri contre Luffy. Katakuri au sommet de sa forme. En plus, on n'a même pas l'air de voir qu'il est en train de forcer ou quoi que ce soit. Le final en Gear 3 est absolument mythique, quand il dit maintenant tu veux tester la force, et ben voilà, regarde, c'est moi qui ai le plus de force que toi. C'est le mec, il est excellent, calme et tout. Franchement, je l'adore. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme je dis, n'hésitez pas à commenter. Nous, on se donne rendez-vous pour la deuxième partie, juste là. On va parler de Katakuri, Luffy, le combat en détail et aussi le futur. Défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu comme Luffy est en train de se faire démonter la gueule par Katakuri. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.